En thérapie, première saison, épisode de 10 à 13. Voilà, ce que je vais faire, je vais commencer par faire une petite lecture. Certains d'entre vous reconnaîtront immédiatement de quoi il s'agit, certains autres et certaines autres peut-être pas. Et à l'intention de ces derniers ou de ces dernières, j'expliquerai par la suite de quoi il s'agit. Mais voilà ce que ça dit. Je ne reconnais pas même mes actes comme étant les miens, car ce que je fais, ce n'est pas ce que je voudrais faire, mais ce que je hais. Car je sais que rien de bon n'habite en moi, je veux dire dans mon corps. Car bien que la volonté de faire le bien soit là, l'acte, lui, ne l'est pas. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je vois dans mon corps une autre loi qui lutte contre la loi que ma raison approuve. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps condamné à la mort? Voilà. Euh, de quoi ça parle? Ça parle de deux volontés. Il y a la volonté que cette personne appelle la volonté de son corps, et il y a une autre volonté qu'il appelle la volonté de sa raison. Et il est à ce point frustré par le fait que la volonté de son corps s'impose à tout moment, qu'il finit par souhaiter que ce corps disparaisse entièrement. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps condamné à la mort? C'est la solution qu'il trouve devant ce conflit qui le taraude, qui le déchire, entre ce qu'on appelle maintenant euh, le ça, l'inconscient, qui en fait, voilà, c'est le corps dans son ensemble, et le surmoi, c'est-à-dire cette instance morale qui est à la fois le social intériorisé au sens de Durkheim, ce que la société nous transmet comme valeurs, qui nous ont été transmises aussi partiellement par les parents, par l'école. Et donc il y a, voilà, la raison nous dit d'agir de telle et telle manière, mais il y a le corps en arrière-plan qui nous force, qui nous fait dérailler à tout moment. Voilà, dans ce texte, c'est dit de manière très claire. J'avais une conversation il y a plusieurs années en Californie, à l'époque où j'habitais encore là, et c'était, je réfléchissais au fait voilà, de me lancer en tant que psychanalyste là-bas. C'était dans la période qui a séparé la perte de mon emploi dans le secteur subprime et le départ pour l'Europe. Et je parlais à quelqu'un qui connaissait très bien voilà, le secteur de la psychanalyse aux États-Unis. Il me disait malheureusement la pensée de Freud a entièrement disparu ici aux États-Unis. Et j'ai écarquillé les yeux, je dis mais c'est pas du tout mon sentiment. Il me dit si, voilà, les psychanalystes, ça n'existe plus. Je dis moi, dans toutes les thérapies que je vois, faites par des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de personnes, toutes ces thérapies sont influencées de manière soit à 90%, soit au moins à 50% par la pensée de Freud. Bon, cette personne ne le voyait pas comme ça. Il pensait aux psychanalystes, je dirais, voilà, orthodoxes, purs et durs. Il ne voyait pas que toute la réflexion, je veux dire, sur la psychologie des gens est tout à fait imprégnée de ça. Bon, et comme il était un petit peu en retrait, il me dit oui, mais enfin, il y a un aspect quand même qui était essentiel chez Freud, auquel plus personne ne croit. C'est chez Freud, cette idée qu'il y a une détermination de tous nos actes par le sexe, par la libido, par le désir sexuel. Bon. Et cette personne donc n'était pas d'accord du tout avec l'auteur de la citation que je viens de faire, c'est-à-dire cette idée qu'il y a deux volontés et que l'une c'est manifestement le corps, comme le reconnaît très bien la personne qui parle, et que l'autre c'est voilà, le surmoi, ce système moral est composé d'un certain nombre d'instances qui nous sont venues par l'éducation, par le fait de grandir, par le fait d'avoir compris comment fonctionnent les sociétés. Euh, Si vous n'êtes pas convaincu que le sexe, que le désir sexuel décide de tout, alors regardez effectivement en thérapie. Et là, c'est pas dit, voilà, c'est pas dit en toutes lettres. Il faut un peu lire entre les lignes. Mais quand vous apercevez que le psychanalyste Dayan est entièrement déchiré par le fait qu'il est très attiré par cette patiente qui dit
cette analysante qui lui dit qu'elle est amoureuse de lui, qui s'appelle Ariane Ariane dans la série, et qu'il essaie de se débrouiller avec ça. Et puis elle se venge, elle se venge en croisant un analysant qui est venu par erreur le mauvais jour, et elle le drague, sachant probablement que, enfin, ou espérant carrément que l'autre patient, l'homme, ira raconter en séance ce qui est en train de lui arriver avec cette femme admirable. Bon, et alors c'est très très bien. C'est évidemment pas vraiment le docteur Dayan qu'on voit, nous, c'est l'acteur, mais il fait ça très bien. Il est absolument imperturbable quand son autre analysant explique comment il s'est retrouvé voilà, à faire des choses formidables avec l'analysant dont Dayan est amoureux. Et puis, j'ai déjà employé le terme diabolique pour parler de cette série. Non pas que je crois véritablement à la présence de Satan, mais que quand quelque chose est très 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 intelligent et très bien ficelé, on a l'impression que un personnage malin s'occupe de tirer les ficelles en arrière-plan. Et là, ce qui est très très bien fait, c'est que c'est pas vraiment une analysante, elle est là simplement à essayer d'obtenir un certificat qui l'exonérera d'une responsabilité dans un accident. La jeune Camille, et la jeune Camille nous raconte la même histoire que voilà vis-à-vis de son entraîneur, puisqu'elle est championne de natation. Les corps ont décidé un jour de faire des choses que la tête n'approuvait pas, et voilà. Et donc, Dayan est en train d'écouter une histoire carrément parallèle à la sienne avec Ariane, sauf qu'il n'y a encore rien de consommé. Je compte sur les autres épisodes pour nous expliquer ce qui va se passer, mais enfin bon, il ne faut pas une imagination débordante. Ce qui a été dit par ce personnage que j'ai cité au départ, et qui est là, voilà, la réfutation de ce que me raconte ce bonhomme qui connaît la psychanalyse aux États-Unis, que plus personne ne croit. Plus personne ne croit au fait que la sexualité décide de tous nos actes. Vous avez peut-être vu, j'en ai fait une vidéo il y a quelques mois, de l'idée de faire une simulation voilà, de personnages humains où on commencerait par mettre je dirais, d'abord le sexe, et puis montrer que la survie individuelle de tous les jours, en fait, elle est subordonnée à cette mission qui est la seule qu'on puisse véritablement décrire comme étant celle, en tout cas de tous les mammifères, se reproduire, et puis tout le reste est subordonné. Qui est-ce qui a écrit ce que j'ai cité au départ? Bon, la plupart d'entre vous le savent, bien entendu, c'est saint Paul. Voilà, Paul de Tarse, c'est dans l'Épître aux Romains, numéro 7. J'ai fait une petite astuce que j'avais d'ailleurs fait dans mon livre qui s'appelle Défense et illustration du genre humain. J'ai remplacé le mot chair qu'on emploie habituellement dans les traductions et esprit. J'ai remplacé ça par corps et raison. Bon, c'est la même chose, c'est des synonymes. Ce qu'il y a, c'est que dans ces traductions classiques, on ne reconnaît plus de quoi ça parle, parce qu'il y a la chair de côté, mon esprit d'un côté, la chair de l'autre, et on se dit qu'est-ce que c'est cette histoire. On a une vague image de chair à saucisse. C'est pas ça, hein. La chair, c'est le corps, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on marche, c'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent toutes ces névroses? C'est le fait que la raison, le moi conscient, plus ou moins tyrannisé d'ailleurs par ce surmoi, est en conflit permanent avec ce que le corps essaie de faire. Le corps essaie d'assouvir ce truc qui remonte, cette pulsion qui remonte dans les corps et qui fait que les corps s'attirent. C'est comme en chimie, il y a des corps qui se repoussent et des corps qui s'attirent, et une fois qu'ils ont consommé dans la copulation, la tension baisse pendant un moment. Selon les personnes, elle ne baisse que pendant 10 minutes, ou elle peut baisser pendant quand même quelques jours, mais effectivement, si on le regarde comme le fait saint Paul, c'est une tyrannie. Ça nous fait dérailler en permanence. Et ce qu'il y a, c'est que
voilà, le moi conscient a développé une capacité quasiment infinie à raconter des bobards sur ce que le corps veut faire. Nous sommes beaucoup plus malhonnêtes que Saint Paul à l'époque. Euh, nous ne voulons pas le reconnaître. Et comme mon bonhomme qui parle de psychanalyse aux États-Unis, là, il a tout à fait mis ça entre parenthèses. Il ne veut pas reconnaître que c'est comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais, il y a un article récemment qui nous dit, en fait, il n'y a pas d'inconscient, il y a simplement notre capacité à raconter des histoires à propos de nous-mêmes, et on en déduit qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'inconscient en arrière-plan. C'est un article très sérieux dans une revue de psychologie contemporaine. Mais en fait, bon, le bonhomme, c'est un bonhomme qui écrit ça, il se plante complètement. Il se plante complètement parce qu'il n'est même pas conscient que cette capacité que nous avons maintenant extraordinaire à raconter notre vie comme un roman, elle n'existait pas avant que n'existe le roman. C'est parce que le roman s'est répandu que nous avons pris l'habitude de le faire. Et il y avait cette remarquable réflexion de Musil dans L'homme sans qualité, en disant que, voilà, à l'époque dont il parle, les années 1910, quand on va vers une guerre mondiale, que les gens, dans cette capacité à raconter la vie comme un roman, ils sont en retrait de plus en plus, en mettant tout sur le mode de la citation. Il est en train de se passer que euh, mais il raconte une histoire et dont nous savons, puisque Musil écrit ça lui dans les années 20, que ça va déboucher sur la Première Guerre mondiale. Euh, très bien fait ce feuilleton, cette série. Je me suis posé la question si quand on voit la jeune Camille là, expliquer les affres de sa relation avec son coach, euh, avec son entraîneur, euh, est-ce que ça met certaines personnes mal à l'aise? Parce que, à moins qu'on n'ait pas vu les épisodes juste avant, le parallèle entre les affres de Dayan, le psychanalyste, vis-à-vis de sa patiente, et les affres de Camille vis-à-vis de son entraîneur, c'est la même histoire. Et qu'est-ce que ça dit simplement? C'est dire qu'à certains moments, le corps fait déraper entièrement ces histoires que nous nous racontons, cette raison, voilà, l'histoire que nous racontons en fonction de ce que la raison dicte. Et, euh, et ça marche pas, ça marche pas du tout. Euh, Ce qui fait que nous sommes en permanence dans le tiraillement. Heureusement, pas tout le temps dans la tragédie, mais on est dans le tiraillement. Et heureusement qu'il y a quand même cette satisfaction qui à certains moments nous apaise et ça revient, ça revient. Mais il y a quelque chose dans la satisfaction, bien entendu, de cette pulsion. Euh, qui, comme disait l'autre, difficile d'y résister, et que seule la mort, dont seule la mort nous délivre. Voilà, allez, à bientôt.